Christiane Lambert. Alors, je vous ai entendu dire, nous aussi, on a les mains dans la colle et les pieds sur terre, bien entendu, mais vous montez d'un étage, vous êtes première vice-présidente de la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire, en même temps que vous êtes effectivement exploitant agricole. Agricultrice. Agricultrice. Ouais, et pas paysanne, parce que j'aime moins le terme paysan, c'est beau, paysanne, c'est... Je m'y fais moins. D'accord. Vous n'aimez pas le féminin ou c'est le féminin qui fait un peu... Non, c'est que le mot paysanne a été longtemps caricaturé. Ça fait plouc, quoi. Ouais. Mais rassurez-vous, plouc, ça vient de plou, le breton qui veut dire paroisse. Donc c'est un paroissien, un plouc. Ouais. Donc ça Alors va là, bien, me ça va bien. ouais. Il y a des paroissiens aussi dans les villes. Ouais. Bien, alors... Mais tout le monde ne l'avait pas vu sous cet angle-là. Merci pour l'enrichissement culturel. Ben écoutez, c'est mes origines bretonnes qui me font vous le dire. Alors, en 2007, la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire se lance, en tous les cas, elle affiche la volonté de faire de ce département un département pilote dans le domaine du développement durable. Alors, moi, les questions que je me pose, c'est est-ce que vous avancez comme vous aviez prévu de le faire ? Quels sont les leviers que vous avez utilisés pour aboutir à ça, au point que vous allez nous expliquer quels obstacles vous devez lever, et puis quelle connexion finalement vous établissez entre tous les paramètres du développement durable et ceux de l'agriculture écologiquement intensive. Ce que j'ai envie que vous nous disiez et ce qu'on a envie d'entendre, c'est comment ça se passe ici, comment les exploitants ou les agriculteurs du Maine-et-Loire réagissent-ils? Comment avance le développement durable voulu par la Chambre? Alors, je parle sous l'œil de mon président, donc je suis Oui, alors... fidèle à ce que nous avons réellement fait. Il faut l'approcher davantage. Oui, oui, complètement, voilà. Surtout que ma voix est fatiguée. Vous avez beaucoup manifesté ces derniers... Non, pardon. Non, j'ai beaucoup travaillé ces jours-ci. Il fait Bien. pas très chaud à l'ESA. Vous voyez les caricatures que vous avez, vous aussi. Hein. Vous adressez à vice-présidente de la Chambre. Je suis aussi syndicaliste, j'assume bien les casquettes. Alors, nous partions ici en Maine-et-Loire d'un terreau fertile, puisque nous ne partions pas de rien. Nous sommes département de Maine-et-Loire, un des départements qui a connu le plus de plans de développement durable. Les plus anciens parmi vous se rappellent de ce dispositif qui avait été proposé, qui a été beaucoup adopté dans notre département. Nous sommes aussi un département où il y a eu historiquement, avant la vague Grenelle, beaucoup de conversions bio. Donc nous avons un taux d'agriculteurs biologiques historique, et les nouveaux s'ajoutent, très important. Nous avions conduit aussi beaucoup d'OGAF, opérations groupées d'aménagement foncier, des OLAE, des opérations locales agri-environnementales. Et puis nous avions conduit à l'époque du contrat territorial d'exploitation 900 CTE. Et je dis, pour rassurer ceux qui ont parlé du sujet ce matin, que dans bon nombre d'exploitations, les bonnes pratiques vertueuses sont restées. Toutes n'ont pas été abandonnées avec la fin du CTE, le CAD. Donc ça a été ici une impulsion positive, puisqu'il n'y avait pas seulement une réflexion d'opportunité financière. Donc finalement, l'ambition d'être exemplaire, pilote, elle était justifiée. Alors, elle était justifiée et nous sommes très fiers de l'avoir mise en œuvre avant le Grenelle. C'est-à-dire que quand la nouvelle équipe élue à la Chambre d'agriculture a pris ses fonctions, donc 2007, nous avions remporté les élections Chambre et nous voulions rebâtir un projet mobilisateur. Nous avons réfléchi justement comment enrichir une réflexion départementale qui avait déjà construit un projet agricole départemental, plateforme politique fédératrice. Fédératrice aussi parce que depuis le CTE, nous avions associé les chasseurs, les pêcheurs, les consommateurs. Nous sommes un département où le dialogue est une culture. La douceur angevine, c'est pas un truc pour se faire plaisir, c'est une réalité vécue. Et de par ces interrelations que nous avions, nous avons peut-être eu des prédispositions pour avancer. Alors, l'avoir pensé avant le Grenelle, c'est positif aussi, parce que vous pourriez nous dire si vous avez cédé à l'effet de mode. Non, nous avions commencé avant, et nous avons pris le temps de la réflexion, de la maturation et de l'appropriation. Bon, alors ça, c'est un discours de première vice-présidente. Oui, mais il n'empêche que c'est vachement important qu'on connaisse les processus de décision. Bien. Derrière, qu'est-ce qu'il y a de concret? C'est-à-dire que sur le terrain, dans les exploitations, qu'est-ce qu'il y avait de lié au plan de la Chambre qui avait un caractère d'agriculture durable? Bon, vous m'interrogerez après sur les freins et les leviers alors. Parce que bien entendu. D'accord, merci. Parce que alors, je reviens là à des choses concrètes. Qu'est-ce qu'il y a de concret? Nous avons demandé à chaque service de la Chambre d'agriculture, puisque vous savez que les structurations des maisons sont parfois compliquées. Quand il y a 170 salariés, il y a un organigramme qui est ce qu'il est. Et donc, tant dans le service production animale que production végétale, qu'aménagement territoire, que conseil d'entreprise, nous avons demandé à revoir, à revisiter
les priorités de conseil aux agriculteurs et d'accompagnement au regard d'une approche transversale développement durable. Ça paraît simple comme ça. Les gens qui suivent et qui accompagnent, et vous l'avez un peu dit, l'approche système ou l'approche segmentée est assez délicate et négative. Et donc, avoir une approche de durabilité sur l'ensemble des raisonnements. Par exemple, nous avons testé une grille d'analyse développement durable qui a été commandée par le Conseil régional des Pays de la Loire, qui a été construite par quelqu'un qui est ici, qui s'appelle Rémi Maire, et que les techniciens de la Chambre d'agriculture ont revisité pour la pragmatiser. Je ne sais pas si le mot est français, mais je l'emploie à dessein. On comprend, mais en quoi ? Il y avait sur les 3 volets, économique, social, environnemental, des énoncés assez généreux et généraux. Mais les agriculteurs sont pragmatiques. Ils voulaient s'évaluer, c'est-à-dire avoir des indicateurs tangibles. Donc sur chacun des 3 domaines, les techniciens chambre ont enrichi la grille de notes entre 0 et 5 pour que chaque agriculteur puisse se tester et s'évaluer. Et cette grille, elle fonctionne depuis combien de temps ? Elle s'applique à quel pourcentage des agriculteurs ? Dans le document qui a été voté en session chambre, parce que vous allez vite sur le... Mais moi, j'insiste sur l'aspect politique. Longtemps, il est dit, ouais, mais tout ça, c'est des mots, etc. Les mots, c'est important, parce que sinon, après, on est en opposition. Et quand je parle d'appropriation, c'est qu'avoir aujourd'hui un projet signé par 39 organisations, peut-être pour vous, c'est simple et c'est tombé dans... Non, c'est du temps, du travail, de la salive, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup aussi. Et si ce projet est soutenu à la fois par le Conseil général, la LPO, les maisons familiales, etc., c'est parce que chacun s'y retrouve. D'accord, mais en quoi ? Qu'est-ce qu'il fait l'agriculteur ? Qu'est-ce qu'il jauge ? On commence par l'environnemental, l'économique, le social. On commence pas par, on fait tout en même temps. On fait tout en même temps. On fait tout en même temps. C'est-à-dire que dans la grille telle qu'elle a été utilisée, les agriculteurs ont pu quantifier leurs pratiques sur les 3 axes. Et certains, d'ailleurs, se sont aperçus qu'ils faisaient du développement durable sans le savoir. Beaucoup d'agriculteurs ont été agréablement surpris du résultat en se disant, mais finalement, je suis déjà... Parce qu'il ne vous a pas échappé aussi qu'il y a souvent des caricatures, lui il est bien, lui il n'est pas bien, tel système est bien, je ne donne pas de nom, celui-là est beaucoup moins bien, etc. Et donc les agriculteurs qui ont testé cette grille se sont dit finalement, voilà. Et puis concrètement, ça a aussi permis de définir un plan d'action. Alors c'est chacun chacun se note ou c'est... Non. Ah non, j'entends bien. Mais sinon, c'est de l'auto-évaluation. Chacun est noté. Laissez-moi enchaîner 2 phrases, et puis je vais vous expliquer comment ça se passe. Mais je vous laisse enchaîner plein de phrases. Merci. Mais je voudrais bien que vous arriviez là où je vais vous emmener. Ouais, mais ça, je le vois bien que vous voulez m'emmener quelque part. Mais moi, j'ai envie de vous dire un certain nombre de choses aussi. Alors, les agriculteurs, avec un conseiller, pas tout seul, testent sur leur exploitation au travers de critères économiques, sociaux, environnementaux. Et évidemment, ça met en lumière les points faibles. Et cela fait, de fait, un plan d'action et un plan d'amélioration pour l'agriculteur qui lui permet de se positionner, qui le remet en selle, qui le sécurise et qui aussi lui donne un chantier. Alors, je comprends bien. Qui note ? Je l'ai dit, le conseiller... Il y a combien d'items sur chacun des 3 axes ? Alors, comme nous sommes créés Agenda 21, 3 x 7, 21, il y a donc 7 indicateurs sur chacun des 3 axes, ce qui fait une note globale où l'agriculteur... thème par thème, dans chacun des 7 sur chaque pilier, a une évaluation. Et donc on voit sa dépendance au soutien, son autonomie dans le domaine économique, on voit l'implication du nombre de personnes travaillant sur l'exploitation, le temps disponible, l'atteinte ou non du revenu sur le volet social, on voit sur le volet environnemental l'évolution des intrants dans l'exploitation, la part de biodiversité, des choses très très concrètes, tangibles. Voilà. Alors pour l'avoir testé dans ma propre exploitation, puisque j'ai aussi les pieds dans la terre de temps en temps, mon exploitation est certifiée agriculture raisonnée depuis 2004, donc c'était encore antérieur à ce dispositif-là. Cela a permis de montrer que sur la note d'évaluation de 1 à 5, notre exploitation était au-delà de 4,5 sur chacun des 3 piliers. D'accord, le 5 c'est le 20 sur 20, quoi. Bon, c'est ça. Oui, ça mais même si Monsieur Maire qui est derrière vous n'aime pas du tout cette approche-là, parce que je crois que donner des notes, c'est aussi distribuer des bons points et des mauvais points. Et moi, j'aime assez la façon dont les choses ont été présentées en parlant de progrès permanent. Bon, alors 5, c'est pas une note, c'est un... dépasser. C'est un indice. Oui, tout à fait. On peut même avoir 10,5 sur 10 pour les yeux. Donc, pour le développement durable, vous pouvez aussi avoir plus de ça. Absolument. Bon, c'est la complexité, décidément, la complexité. Parfait. Alors, tous les agriculteurs de Maine-et-Loire sont notés ? Non. Enfin, sont
Non, criblé. 9500 agriculteurs dans le département de Maine-et-Loire. Oui. Donc Combien, on n'a alors, pas les moyens à la Chambre d'agriculture de les tester tous d'un coup. Quel est le pourcentage Alors, de il y a gens testés différents agriculteurs qui ont testé. D'abord, il y a eu ceux qui s'étaient engagés, par exemple, dans la recherche de bonnes pratiques d'élevage. Il y a des réseaux qui étaient partis sur le volet plus agronomie. Ce sont des réseaux qui ont volontairement testé. Ce sont ensuite des agriculteurs qui étaient en projet d'investissement. Et donc, qui, avant d'investir, se sont dit, j'en suis où et où est-ce que Bilan de j'investis et compétences, comment. ça Voilà. ressemblait à ça. Exactement. Le terme est le bon. Ouais. C'est un bilan de compétences global de l'exploitation. Alors ça, c'est un des exemples. Et puis ensuite, nous avons mis en place aussi à disposition des agriculteurs qui étaient faibles, par exemple, en domaine biodiversité, la possibilité de rentrer dans un réseau qui s'appelle Arbre, qui a été construit avec la LPO et les chasseurs, agriculture respectueuse de la biodiversité et des ressources environnementales, pour leur permettre aussi, et nous sommes un département où les techniciens de la LPO forment les agriculteurs. Nous sommes un département où les agriculteurs font travailler ensemble les chasseurs et les protecteurs des oiseaux. Méditez ça, c'est quand même assez original. Et puisque vous aimez les choses concrètes, nous avons aussi, pour un certain nombre d'agriculteurs qui nous le demandaient, créé une marque, produit de pays, amplifier les circuits courts en créant des marchés, travailler avec les collectivités pour faire du produit bio, mais aussi du produit de proximité dans la restauration collective, avec la mise en place d'un classeur permettant à chaque producteur local, mais aussi aux grandes entreprises de notre département. Parce que quand on parle de proximité, on pense souvent producteurs, consommateurs. Notre président de région a évolué sur son approche et c'est intéressant. Et aujourd'hui, le produit de proximité peut aussi bien être fait par Cavac, Terena et les grandes entreprises du secteur pour être consommé par les élèves, les prisonniers, les malades, etc., dans toutes les restaurations collectives. Et puis de façon très concrète aussi, nous avons mis en place de la gestion collective de l'eau. Nous avons par exemple 60 irrigants qui auparavant travaillaient indépendamment, qui maintenant travaillent ensemble, qui ont accepté de rentrer dans une démarche d'observatoire. Ce qui, pour les gens qui connaissent la loi sur l'eau récemment adoptée, qui passe d'une approche utilisation à une approche ressources disponibles, a permis d'anticiper un certain nombre de phénomènes et a permis à des agriculteurs d'être préparés justement à ces évolutions. Et pour moi, l'anticipation rapporte. Mais la vraie difficulté, c'est que pour beaucoup, l'anticipation est une contrainte ou n'est pas totalement. Et là, on va sur les freins. Et les leviers. Alors si c'est le moment que... Oui, tout à fait, parce que vous l'enchaînez très, très naturellement, là, c'est bien. Il faut bien Quels sont les freins? Voilà. Les freins, ils sont de différentes natures. Les freins, ils peuvent être techniques. D'abord, il y a une question de temps de travail. Je crois que monsieur a dit, nous sommes 7, nous pourrions être moins, etc. Le temps à consacrer, parce que le temps de raisonnement n'est pas toujours considéré comme du temps productif. Or, c'est du temps. Or, c'en Voilà. est. Le temps de formation est également un temps productif. Mais combien de fois entendons-nous « Ah, t'as le temps d'aller te former, toi ?» Bah oui, mais n'empêche que c'est pas du temps perdu. Le travail assis en agriculture, c'est aussi considéré comme du temps de repos. C'est beaucoup plus noble d'être sur le sur le tracteur, tracteur ou d'être près des hordes que d'être au bureau, etc. etc. Les impasses techniques, quand même, parce qu'il y a, quand on veut évoluer, parfois un certain nombre d'impasses qui, sur une non-disponibilité de technique ou de phyto, passer en agriculture biologique, en élevage de porc, tel qu'est fait notre bâtiment aujourd'hui, mission impossible. Voilà pourquoi l'AEI m'intéresse. Et l'agriculture raisonnée est un pas vers une démarche progrès, et également vers un système plus autonome au plan alimentaire, mais ce n'est pas le sujet du jour. Passer d'un raisonnement à court terme à un raisonnement moyen-long terme. Une culture intermédiaire, obligatoire dans la majorité de notre département, puisque nous sommes en zone vulnérable sur tout l'ouest, et en ZAC, zone d'accompagnement complémentaire, sur bon nombre de communes de notre département. Donc les agriculteurs nous ont questionnés. Une culture intermédiaire, c'est un coût, c'est 100-120 euros annuels. Mais si on le répartit sur plusieurs années et sur l'intérêt agronomique pour le sol, qui est d'ailleurs très complémentaire des techniques TCS que l'on peut adopter après, je crois que c'est également une barrière et un frein qui se lèvent. Idem, comme frein, il y a des freins économiques. Alors la prise de risque, faire un traitement de moins, faire un mélange variétal, faire une impasse sur un apport d'engrais complémentaires, ce sont des sujets qui interrogent et qu'il faut que certains agriculteurs y vont ou n'y vont pas. Et puis enfin, les freins culturels. Alors, regard ça, du c'est voisin, dans les esprits, là, ce dont vous nous parlez. oui, mais c'est important, parce que le regard du voisin, Oui, bien ça entendu. compte. Quand sur une parcelle au bord de la route, vous faites un essai innovant, et puis que vous vous plantez, parce que ça peut arriver, le regard du voisin, ça compte. Donc Oui. je pense que ces freins-là, le changement de technique aussi, vous savez, il a été dit beaucoup de choses, on est dans un milieu où il y a très souvent des oppositions de système. Là, je suis à côté de M. Morino, ça se passe bien, mais ça se passe pas toujours très bien quand même dans toutes les réunions entre les différents réseaux, il faut se le dire. Donc ça aussi, ça pénalise.
Et l'intérêt du développement durable et de l'approche AEI, c'est que chacun avance à son rythme, mais le cap est fixé. Et puis on travaille qui avec sa chambre d'agriculture, qui avec sa coopérative, qui avec son réseau, qui avec qui l'on veut, mais on essaye de cheminer et d'avancer. Quand vous nous parlez des freins, en réalité, on se rend compte que c'est le manque de temps. Donc il faut que les hommes s'y mettent ensemble. Le fait qu'on travaille ensemble, déjà, ça fait gagner un peu de ce temps-là. Quand vous nous dites c'est culturel, ben, c'est peut-être aussi en discutant et en voyant des réussites en matière d'expérimentation que ça avance. En réalité, vous dites un peu la même chose que Jacques Morino et que Mathieu Archambault. C'est de la discussion que la lumière un peu jaillit et que le levier apparaît. C'est ça ? Voilà, alors c'est aussi pour ça qu'on n'est pas bien payé, mais on parle beaucoup. C'est aussi pour ça que le temps de parole et d'appropriation, sur lequel j'insistais, est extrêmement important. Au niveau de la Chambre régionale d'agriculture, puisque j'ai une double casquette, je suis aussi élue à la Chambre régionale d'agriculture, nous l'avons bien sûr porté en Maine-et-Loire, mais nous l'avons également porté en région au Pays de la Loire, avec les 5 chambres d'agriculture de notre région. Certaines chambres ont avancé plus que d'autres. Il y a aussi là, pour des raisons culturelles et historiques, des gens qui sont moins prêts. Les 5 chambres d'agriculture ont avancé. Il m'a été confié la responsabilité développement durable à la Chambre régionale et nous avons fait intervenir un certain nombre de personnes, M. Pisani, M. Griffon, Mme Guillou, M. Riba, qui sont des références, et puis M. Boisfin, président de l'Académie d'agronomie. Donc des gens qui ont apporté d'abord un éclairage et une interrogation. Et puis après, nous nous sommes mis concrètement au travail, au travers des 22 commissions qui existent à la Chambre régionale de l'agriculture. Nous sommes ici dans une région où il y a à peu près toutes les productions, sauf les productions tropicales. Oui. Et donc, production par production, thématique par thématique, nous avons revisité... Il y a des kiwis. Il y en a aussi. Il y a des kiwis. Ouais, bien sûr qu'il y a des kiwis délicieux. Il n'y a pas d'olive et il n'y a pas de riz. Ouais, voilà. Mais bon, il y a plein de choses, mais si vous restez longtemps, on vous montrera tout ça. Non, mais j'en connais un bout, vous savez. N'essayez pas de me faire perdre mon fil. Et donc... Elle n'aime pas les journalistes, à mon avis. Elle doit avoir un problème avec les journalistes. Quand ils me laissent parler, je les adore. Mais voilà. Mais bon, quand on a vu Marc-Olivier Furgiel, on a tout vu, donc vous êtes un très bon... Alors, je vous en prie. Alors, juste dire que sur ces 22 commissions thématiques, nous avons invité à la fois les élus professionnels et les techniciens à revoir tout ce qui était fait depuis 5 ans. Nous sommes remontés à 5 ans en arrière, parce que bon, c'est un travail fastidieux. Et en fait, nous souhaitions... alors, quelle était la finalité ? D'une part, montrer qu'on faisait déjà des choses, et d'autre part, convaincre nos financeurs que nos projets étaient les bons. Donc, dans ces 22 commissions, un travail a été fait pour revisiter à la lumière du développement durable, donc sur les 3 piliers. Ça a rassuré les élus, ça a rassuré les techniciens, ça les a même remis en selle pour dire, mais finalement, on est dans le temps, on n'est pas si déconnant que ça. Et nous avons présenté les choses aux élus agricoles du Conseil régional, à l'administration régionale, et nous avons ensuite vos publié... financeurs, c'est eux, vos financeurs. Tout à fait, entre autres. Nous avons publié de façon très concrète un tableau de bord régional avec des indicateurs du développement durable dans les 3 piliers qui montrent comment l'agriculture des Pays de la Loire est engagée sur les 3 piliers avec des choses très concrètes. Combien d'agriculteurs sont en vente directe ? Combien d'installations ? Combien de salariés ? Combien de mètres linéaires de haies à l'hectare ? Combien d'agroforesterie ? Bref, des choses très quantitatives parce que les questions très crues que vous me posez, combien, eh bien, les réponses sont dans ce document qui permet justement de montrer que ce n'est pas seulement des paroles en l'air, c'est une réalité. Ce document a été présenté en juillet 2010 lors de la session réunissant l'ensemble des chambres départementales. Mon dernier combien pour vous, c'est combien d'agriculteurs en Maine-et-Loire sont passés par le biais de la grille que vous nous avez décrite ? Quel pourcentage ? Alors, nous en avons... au début, à peu près 200 agriculteurs l'ont testé. Mais volontairement, ça, volontairement. Bien sûr, ils nous demandent aujourd'hui de les accompagner. Mais ça nécessite... Je parle devant mon président, une réorientation politique, des moyens pour accompagner dans cette direction-là. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est passé par le biais de la grille, on demande plus, on demande de l'aide pour s'avancer plus loin. Non, le temps du conseiller, quelqu'un doit le payer. D'accord. Donc, est-ce que l'agriculteur est prêt à le payer ? Pas toujours. Et si l'agriculteur ne le paye pas, quelle part d'impôt chambre on y consacre dans des budgets contraints ? Une dernière chose que je voudrais dire. Au niveau de la Chambre régionale, en ce moment, nos conseillers par production travaillent sur des grilles de durabilité qui viennent d'ailleurs, qui s'appellent Durabif, Dairyman, Cedabio, HVE. Donc, qui sont des choses qui existent ailleurs, empreinte écologique, étiquetage environnemental, qui sont des débats nationaux conduits tant au CNC qu'au CNA. HVE, ça existe déjà ?
HVE a été voté dans la loi Grenelle de l'environnement, et le ministre de l'Agriculture s'est engagé appliqué. la semaine dernière à sortir les décrets en Ah juin bon 2011. D'accord. Donc on va passer à la phase On va y arriver. opérationnelle. Et surtout, ce que nous souhaitons, c'est que tout le travail qui est fait soit convergent et que nous évitions les doublons. Il n'y a rien qui agace plus les agriculteurs. C'est pour ça que toutes les démarches que j'ai citées, nous sommes en train de les mettre en cohérence pour que tout ce que les agriculteurs auront déjà fait puisse être capitalisé, brique après brique, pour éviter de refaire une fois, deux fois, 10 fois. C'est de l'énergie perdue, du temps perdu. Ça peut laisser apparaître des concurrences entre méthodes, approche produit, approche système, etc. Et c'est aussi pour cela que nous travaillons en lien avec les structures économiques de la région, notamment les coopératives. Nous formons les gens ensemble pour avancer dans cette direction-là. Au témoin d'un doute, c'est pas 200 sur les quelques 9000, hein, les plus de 9000, c'est 200 sur les plus de 9000. Alors, sur les 9500, Oui. il y a bien sûr une palette de production, une palette d'âge, une palette de prédisposition. D'accord. Et je dis c'est plus lié aux moyens dont nous disposions. Donc Il y a une volonté. en fait, il vous faut du financement aussi. Il vous faut du financement. Il nous faut du financement. Je suis pas en train de Vous faire chambre, la quête. non, vous chambre, il faut, agriculteurs aussi. tout à fait. Il faut que nous puissions mobiliser au sein de la Chambre d'agriculture d'une part. Donc des leviers financiers. Voilà, tout à fait. On va en Parce parler que, tout à l'heure. Voilà, ce qu'il faut dire aussi quand même, c'est que le moteur du changement, c'est pas que l'argent, mais ça aide quand même. Ça aide. Et parmi les freins, pour beaucoup d'agriculteurs, c'est je m'engage si grosso modo j'y trouve un intérêt, entre guillemets. Et l'intérêt, il est pour les militants l'épanouissement, j'en fais partie, mais il est aussi Gagner sa croûte, les retombées comme on économiques. disait avec Déjà, Jacques je ne Marineau tout à régresse l'heure. pas économiquement, mais au mieux Voilà. je m'améliore. Merci beaucoup. Je vous en prie. On applaudit. Waouh Président, je ne sais pas où vous êtes, mais vous avez du boulot. Hein, voilà. Hein. Oui, c'est pas il a du boulot, on bosse beaucoup. Vous avez du avec lui, boulot pour ensemble, lui. voilà, c'est bien. Non, mais tout le monde avait compris, Christiane Lambert.